Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau séminaire dans le cadre du recensement de la population de 2021. Ce sera, je pense, le dernier séminaire de cette année. Il y aura encore deux prochaines publications encore courant janvier 2005. La présentation d'aujourd'hui portera sur sur la publication qui est sortie fin de semaine dernière sur les types de familles et de ménages. Et cette présentation sera faite par Monsieur Louis Chauvel, qui est professeur de sociologie à l'Université de Luxembourg depuis 2012. Il a également été professeur titulaire à Sciences Po entre 2005 et 2012 et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Monsieur Chauvel a soutenu sa thèse à l'Université de Lille en 1997 et son habilitation à Sciences Po Paris en 2003. Ces thèmes de recherche sont les inégalités sociales et les politiques publiques, le changement social, la stratification sociale et la mobilité, ainsi que la méthodologie avancée des sciences sociales et des études démographiques. Ces recherches portent principalement sur le bien-être social, les revenus et la richesse, ainsi que sur le changement social dans une perspective générationnelle et comparative. Donc aujourd'hui, on va se centrer sur les types de ménages, ainsi qu'une petite évolution, je pense, par rapport au dernier recensement de 2011. Bonjour. Et à la fin de cette présentation, nous aurons le temps pour une séance de questions-réponses. Et je précise déjà également que la présentation qui sera faite aujourd'hui sera également disponible très prochainement sur sur le portail des statistiques publiques. Donc, si vous êtes intéressé par le support de la présentation, n'hésitez pas à revenir sur notre portail afin d'y avoir accès. Voilà. Je vous laisse la parole, Monsieur Chauvel. Merci infiniment, Monsieur Pelletier. Comme vous le verrez dans les différentes publications, notamment celles qui se trouvent sur Internet et qui ont été uploadées, pardon, comment dit-on en français, je ne sais plus, excusez du froglish, sur la version à jour de ce fameux PDF 16 sur les ménages, vous trouverez une large série de références bibliographiques, notamment aux travaux de la Statec, pas exclusivement sur ces questions-là ou sur des questions qui sont liées. Nous en sommes au 16e PDF de l'ensemble de la série des exploitations du recensement 2021 par et avec la Statec, où le LISER et l'Université de Luxembourg ont participé notamment. Et donc, c'est vraiment, on avance en défrichant tout un ensemble de domaines, mais on fait aussi référence à tout un ensemble de domaines qui ont été présentés récemment, parce que tout est lié, le logement, les familles, les ménages, le vieillissement, et ainsi de suite. Donc nous avons la dynamique de la population, c'était l'un des premiers PDF numéro 5, ou numéro 1 d'ailleurs, celui signé par M. François Pelletier et d'autres collègues. Et donc je vous laisse découvrir ou redécouvrir le PDF. J'insiste simplement sur le fait que aujourd'hui, nous nous intéressons aux ménages et au type de famille, et tout un ensemble de questions seront laissées en suspens pour la production suivante qui s'intéresse aux enfants, les ménages ne sont pas loin, à la jeunesse et à l'entrée dans la vie adulte. L'entrée dans la vie adulte, les étapes d'entrée dans la vie familiale sont évidemment centrales. Si je dis cela, c'est que tout ça me rappelle des souvenirs assez lointains. Je me rappelle mes premiers cours à l'École nationale de statistique et de l'administration économique avec François Héran, qui a été le directeur de l'INED, de l'Institut national des études démographiques, pendant une petite quinzaine ou vingtaine d'années. Et je me rappelle effectivement que tout un ensemble de ces développements, voilà 35 ans, me semble être toujours d'actualité aujourd'hui sur des lentes et régulières transformations des sociétés occidentales, notamment du point de vue de leur structure familiale. Et c'est un petit peu ce que nous allons voir au cours de cette séance. J'attends juste un petit peu que mon ordinateur accepte de passer. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir des choses assez régulières et assez, comment dire ça, il n'y aura pas d'informations fracassantes en dehors du fait que le grand paquebot
des structures familiales continuent d'avancer dans une direction que l'on connaît depuis un recensement, deux recensements, trois recensements, et qu'il y a des progressions, des transformations lentes, des évolutions que nous confirmons, mais qui vont progressivement. Enfin, je répète, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura des révélations totalement fracassantes. Peut-être à la séance suivante, quand on va faire une focale sur les toutes jeunes générations en cours de transition dans la vie adulte, on verra des contrastes plus importants. Mais ici, enfin, nous allons voir d'abord le fait que les choses se transforment, mais très lentement, qu'ensuite les relations de vie en couple se transforment, mais si on cherche vraiment de fortes évolutions, c'est non pas la disparition du mariage, mais l'érosion du mariage qui pourra continuer pendant plusieurs décennies parce que le stock de personnes mariées reste important. Donc voilà, nous avons eu le temps, plusieurs recensements devant nous avant de voir de fortes transformations. Nous verrons un petit paradoxe sur les enfants, moins d'enfants mais plus d'enfants, plus longtemps, plus tardivement mais plus longtemps. Voilà. Et ensuite, nous verrons des choses plus, on va dire, d'actualité des décennies très récentes autour de l'institutionnalisation et la légalisation, notamment des couples de même sexe qui s'accompagnent de transformations que nous mesurerons au travers du recensement. Et ensuite, nous nous intéresserons un petit peu à la géographie des familles pour poser des questions prospectives qui peuvent donner lieu à des débats. Bien évidemment, la question de la temporalité est centrale dans tout ce que nous allons discuter, c'est-à-dire que 10 ans, c'est pas beaucoup par rapport aux 8 décennies et quelques de la longueur de la vie humaine, un peu plus longue pour les femmes que pour les hommes, et nous pourrons voilà, développer tout un ensemble de choses. Je suis un peu bavard, je vois le temps passer. Donc voilà, le résultat numéro un central, c'est le fait que les résultats que nous avions voilà une dizaine d'années ne se transforment que très lentement. On retrouve en général à un ou deux points près les mêmes pourcentages, à peu de choses près qu'en 2011. Ce que l'on mesure, c'est effectivement des transformations des ménages d'une seule personne. Il faut avoir en tête que, bien évidemment, dans le contexte de 2021, c'est-à-dire 18 mois après le début de l'épidémie de Covid, beaucoup de gens peuvent partager des appartements, beaucoup de jeunes peuvent partager des appartements plutôt que de prendre directement un studio. Voilà, le télétravail a pu transformer tout un ensemble d'habitudes, mais le message principal, c'est le fait que les ménages unifamiliaux, c'est-à-dire des gens qui ont une relation de filiation ou une relation de couple, ne régressent pas et progressent légèrement, un petit peu. Les ménages plus complexes avec, voilà, sont à quelques points près véritablement semblables. Ce que l'on voit surtout progresser de quelques points, ce sont les couples sans enfants, typiquement en général les couples seniors, et de l'autre côté, les couples avec enfants ne se réduisent pas, ils stagnent. S'il y a des progressions qui méritent d'être signalées, c'est le fait que les mères de familles monoparentales et aussi un petit peu les pères de familles monoparentales connaissent une légère progression. Il faut avoir en tête, bien évidemment, éventuellement on prendra les questions à la fin, sauf si c'est... Couple sans enfants du tout ou sans enfants à charge. Si vous parlez des seniors, les seniors, ils n'ont pas les enfants à charge, mais Non, disons que sur cette... voilà. Ici, c'est la définition du type de famille. Nous allons creuser un peu plus ces données autour des enfants de moins de 25 ans. Il y a 10 ans, on s'intéressait plus aux couples aux enfants de moins de 16 ans. Et là, on focalise sur les couples de moins de 25 ans. Mais sur cette donnée-là,
ce sont les types de ménages et ce sont les enfants en lien de filiation, quel que soit l'âge, même avec des personnes plus âgées. Et donc, pour dire les choses assez vite, on mesure là encore de lentes évolutions. Et il y a un point qui est intéressant, c'est qu'il y a des différences entre les Luxembourg et les personnes nées hors du Luxembourg. Les personnes nées hors du Luxembourg, enfin les ménages dont la personne de référence n'est pas née au Luxembourg, étaient caractérisés par un nombre un petit peu plus élevé d'enfants, près de 10 points, un peu moins de 10 points de différence. Et en fait, on mesure des formes de convergence, en tout cas des écarts qui se réduisent dans le temps, mais si j'ose dire, les grandes transformations qui ont fracassé ou qui ont modifié, veux-je dire, l'information fracassante sur la modification du Luxembourg, c'est en fait ce qu'on a vu dès le PDF numéro 4, c'est le fait que, je vais remonter au tableau 1, la grande transformation, elle est ici. Les effectifs au Luxembourg ont pris sur les différentes caractéristiques. Voilà. On est passé de 500 000 habitants à 630 000 habitants. Sur la durée du recensement, c'est comme si la ville du Luxembourg avait été multipliée par deux d'un coup. On a comme construit l'équivalent de ville de Luxembourg en une dizaine d'années entre 2011 et 2021, et que bien évidemment, les effectifs de familles avec enfants, les effectifs de familles sans enfants, ou tous les effectifs, quels qu'ils soient, ont tous progressé de façon importante. Et ce qui a progressé d'une façon plus importante, bien évidemment, c'est un petit peu les couples seniors avec enfants qui restent plus longtemps. Couple, on verra les enfants juste un peu plus tard. Sur la question des couples, ce que l'on constate d'une façon très générale, c'est une forte stabilité. C'est le fait qu'au bout du compte, on perd quelques points de pourcentage chez les hommes autour de l'âge de 50 à 60 ans, mais les transformations ne sont pas dramatiques. Ce que l'on constate, enfin ce que l'on sait, c'est que d'une façon générale, les hommes ont plus tendance à atteindre l'âge de 80 ans et au-delà en continuant de vivre en couple avec leur conjointe. Euh, En revanche, c'est une forme d'injustice et d'inégalité entre les hommes et les femmes. Les femmes plus souvent seules. Ça veut dire aussi que les hommes sont passés dans l'autre monde un petit peu avant. Et donc les femmes finissent plus souvent veuves que les hommes ne finissent veufs. Mais là encore, avec notamment les transformations démographiques, notamment la longévité, les femmes ont tendance à vivre plus longtemps avec leur conjoint, c'est-à-dire au-delà de l'âge de 70 ans, il n'y a pas d'érosion de la vie en couple. Ce sont voilà, le message général, c'est celui d'une grande stabilité. Et si on veut chercher des transformations un petit peu fortes, ce sont des transformations beaucoup plus légales que réelles. C'est-à-dire le fait que voilà, les couples sont de plus en plus souvent non mariés, soit un petit peu en partenariat, soit beaucoup en union consensuelle, ce qu'on appelait naguère l'union libre. Et donc voilà, je vois François Héran, voilà 35 ans, parler de ces transformations, d'érosion du mariage, mais les couples sont stables. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, même si l'institution du mariage se réduit, la réalité de la vie en couple ne connaît pas de remise en cause radicale. Il y a une petite érosion, mais cette petite érosion, il faudra attendre 150 ans au moins, au rythme actuel, voilà. Donc on est plutôt dans une ère de stabilité, mais en particulier au sein des nouvelles générations, le fait que les gens se marient moins, et donc les enfants sont moins souvent des enfants de couples mariés, mais ils sont de plus en plus souvent des enfants de couples vivant en partenariat reconnu par l'État. Et par ailleurs, la forme union
consensuel et maintenant parfaitement légitime. Donc on a une très grande stabilité là encore. Donc un petit paradoxe qui a été signalé à l'instant par la salle. C'est une réponse à votre question. La réalité, c'est qu'effectivement, les enfants... Oh là, j'ai raté un copier-coller. Pardon. Ça, c'est le nombre d'enfants total. Excusez-moi. Ici, c'est le nombre d'enfants moyens par catégorie de type d'union et par classe d'âge en ligne. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a moins d'enfants chez les jeunes couples présents dans le recensement, mais malgré tout, autour de l'âge d'une cinquantaine d'années, il y a plus d'enfants au sein des ménages. Et voilà, là encore, qu'est-ce que cela transcrit? Ça transcrit la sortie, enfin l'arrivée plus tardive des enfants dans la vie des couples. Il y a certes, effectivement, c'est notamment dans le document Travail et cohésion sociale de l'année, le chapitre de François Pelletier montre bien les transformations de la fécondité au Luxembourg, mais il y a là aussi dans ces données des éléments beaucoup plus complexes. C'est pas simplement la fécondité, c'est aussi les pratiques des parents et des enfants de conservation de leurs enfants au domicile. Il faut avoir en tête aussi le fait 2021, beaucoup d'enfants scolarisés dans d'autres pays plus ou moins lointains peuvent suivre des cours en télé-université, en télétravail et ainsi de suite. Donc nous avons une réalité qui est que il y a certes un petit peu moins d'enfants au Luxembourg relativement à la population totale. Il y a plus d'enfants au Luxembourg, mais il y a plus de tout au Luxembourg, quoi qu'il arrive. Mais les parents ont leurs enfants sur les bras plus longtemps. Et encore ici, ce sont uniquement les enfants de moins de 25 ans, sachant que la sortie des couples, enfin l'âge médian de sortie, l'âge médian de sortie du domicile des parents des garçons, des jeunes garçons, se rapproche d'une trentaine d'années de façon imperceptible. Donc voilà, le message aux parents, c'est que il faut penser à des logements plus larges parce que les enfants risquent de rester plus longtemps. Donc derrière ces transformations où vous voyez à un dixième près, les évolutions sont extrêmement modestes, cela cache des transformations de structure sur lesquelles il faut s'interroger au long terme, c'est-à-dire si effectivement on continue de mesurer des érosions de 0,3 points sur 0,8 enfants en moyenne, sur plusieurs décennies, il peut se passer des choses relativement inquiétantes, mais le message général, comme ça a été le message au cours d'autres travaux autour du recensement, la démographie du Luxembourg est stable, elle se modifie modérément et régulièrement, mais par comparaison avec des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres voisins aujourd'hui, le Luxembourg bénéficie d'une situation démographique moins inquiétante que d'autres pays. Le recensement, on passe enfin, disons qu'on ne peut pas présenter la totalité des résultats que vous pourrez voir, et encore d'autres viendront dans les mois qui viennent, parce que l'exploitation du recensement voilà, promet de donner des résultats plus complexes en croisant pays d'origine, pays de citoyenneté et tout un ensemble d'autres résultats. Mais ce que nous pouvons aussi mettre en évidence en termes de transformation récente du pays, c'est le fait que, voilà, au cours des modifications, des transformations légales dans les années 2010, l'union, le partenariat reconnu par l'État a été ouvert dans les années 2014. Depuis, enfin, pardon, en 2014, la nouvelle
la nouvelle loi sur le mariage permettant de reconnaître les couples de même sexe par le mariage a permis effectivement de promouvoir la visibilité de formes, on veut dire non traditionnelles. Si on remonte à une trentaine d'années, c'était beaucoup moins, une génération plus tôt, c'était beaucoup moins reconnu. La vie en couple des hommes est passée de 0,5% des couples où les hommes sont présents à 1,6% de l'ensemble des couples avec des hommes présents. Pour les femmes, on est passé de 0,2 à 0,7. On voit effectivement des transformations lentes, là encore, et longues, qui sont substantielles, c'est-à-dire on est sur quasiment des triplements selon les cas, mais en même temps, c'est aussi, voilà, on voit une progression, une transformation, une visibilité de reconnaissance sociale que le recensement permet de mettre en évidence. Bien évidemment, entre les réalités réelles de la vie de tous les jours et ce que mesure le recensement, il peut y avoir des écarts. Ces écarts se réduisent peut-être, mais il y a là de nouvelles légitimités qui se constituent et ça fait partie de ce que les instruments du recensement permettent de mesurer. C'est important que le recensement se prolonge en 2021 pour mettre en évidence en 2031 pour mettre en évidence ces transformations. Autre partie de la complexité des familles, ce que l'on peut appeler d'une façon rapide les familles complètes, c'est-à-dire les couples avec au moins un enfant du couple dans le ménage, c'est la cartographie que vous avez à gauche sur l'écran, avec 18% des ménages constitués de familles complètes quand on est à Luxembourg-Ville et avec une moyenne d'environ 32% et des pointes au-dessus de 40% dans certaines communes comme Steinfort ou d'autres communes à l'écart du centre de Luxembourg. En fait, les familles complètes se trouvent le plus souvent hors des centres les plus denses du pays, de préférence aussi plus souvent au sud qu'au nord du pays. On a là en fait une forme une addition en quelque sorte de deux effets que sont, on va dire, le périurbain proche des pôles d'emploi les plus forts et en particulier au sud du pays. Et les familles complètes sont plus rares dans les zones les plus densément urbanisées. On voit tout de suite, pas simplement VDL, Ville du Luxembourg, mais Rémiche, Diekirch et ainsi de suite. Et en fait, cette cartographie, avec un R2, avec un coefficient de corrélation linéaire de plus de 0,7, si vous voulez, de 70%, c'est en fait la carte des ménages vivant dans une maison et surtout au sud du pays. En fait, c'est une espèce de croisement voilà, de vie en maison et de proximité avec le marché du travail du sud du pays. Les cartes se ressemblent beaucoup, surtout au sud, mais au nord, on voit que les zones creuses sont presque toujours, sont assez souvent les mêmes. Le point important qui se cache derrière cela, c'est que effectivement les familles complètes apprécient à l'évidence les zones géographiques. On peut envisager un jardin, une maison individuelle, et ainsi de suite. Mais ce que cela signifie aussi, c'est pas simplement le fait que les pôles urbains ont des difficultés à conserver leur famille, c'est aussi le fait qu'avec la crise du logement et les difficultés croissantes des jeunes générations en cours de constitution de famille, les difficultés des jeunes générations à accéder au modèle de la maison qui est devenu de plus en plus onéreuse, il y a un risque de baisse de fécondité lié aussi à des pressions sur le foncier, à une difficulté
à s'installer en maison. Donc, il est important pour les urbanistes de réfléchir à ce qui peut être fait d'un point de vue démographique et d'organisation du territoire, de façon à ce que les jeunes familles puissent continuer de s'installer quelque part et développer des projets familiaux. Nous abordons cela non pas d'un point de vue des valeurs, mais simplement des réalités techniques de la vie démographique de tous les jours des personnes telles qu'on les analyse au travers du recensement. Et donc voilà, pour aller nous sommes à 27 minutes, pour aller directement à la question, aux questions, on va dire, à la fois techniques, de méthode, de réflexion sur les réalités et sur ce que nous devons faire à l'avenir. Voilà. Il y a tout un ensemble de questions qui se posent entre la vie démographique des ménages, pluriactivité au sein de la famille, vie de 2 générations, voire plus, sous le même toit, sur des durées de temps de plus en plus longues, c'est-à-dire ce que quelqu'un comme Emmanuel Todd, le sociologue et démographe et historien français de la famille souche, où on trouve sous le même toit au moins 3 générations. Est-ce que c'est quelque chose qui va finir par arriver parmi nous? C'est une question. Voilà, les équilibres, vie personnelle et vie au travail font partie des questions importantes à développer. Voilà, il est aussi important de comprendre pourquoi il y a une réduction de la fécondité et aussi du nombre d'enfants chez les jeunes de moins de 35 ans, on va dire. C'est une notion de la jeunesse assez inclusive, voire au-delà. Et en fait, j'anticipe autour de ce point-là, au travers des prochains travaux immédiatement autour du recensement de la Statec, il y aura un travail sur l'entrée dans la vie des jeunes générations, l'enfance, l'adolescence et l'entrée de la jeunesse dans la vie adulte. Ce sera l'un des très, très prochains rapports pour la Statec. Et donc en 33 minutes, même pas d'ailleurs, en 29 minutes, voilà les principaux résultats. Vous verrez par ailleurs dans le rapport complet un petit chapitre sur la vie en ménage collectif, c'est-à-dire sur les collectivités que sont les communautés religieuses, les casernes, mais surtout les maisons de retraite qui sont en réalité les plus grands pourvoyeurs de ménages collectifs. Ce que j'ai présenté ici, c'est essentiellement sur les ménages privés, c'est-à-dire ces ménages ordinaires. On trouve des familles, elles aussi ordinaires, en général avec un noyau par ménage, parfois deux. Mais donc, c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur les lentes transformations. Bon, rien de fracassant, je pense, mais beaucoup de questions sur la très longue durée questions qui nous amèneront à réfléchir dans les années futures à ce que le recensement pourra nous donner en 2031 et en 2041. Certains dans la salle seront présents à ce moment-là, espérons-le. Et merci pour votre patience. Je pense que Benjamin pourra prendre les questions sur la chat parce que voilà, et dans la salle, il y aura peut-être d'autres questions. Merci pour votre patience en 30 minutes. Merci, Monsieur Cheval. Comme vous l'avez mentionné, le rapport est déjà disponible sur le portail des statistiques depuis la fin de la semaine dernière. Donc, si vous avez besoin, vous avez envie d'avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir dans cette publication. Mais on a également le temps pour poser quelques questions à Monsieur Chauvel. Et donc, voilà, soit dans la salle, soit via le WebEx. Soit vous pouvez indiquer directement un petit commentaire, et à ce moment-là, Benjamin pourra le lire. Soit vous pouvez demander de prendre la parole, et à ce moment-là, vous pourrez ouvrir votre micro pour poser la question directement. Juste un petit point, évidemment, l'essentiel, Tageblatt et d'autres votes ont contribué déjà un petit peu au débat, mais le débat sous-jacent
ne s'interrompt pas avec cette première étape. J'essaie juste de trouver sur ma machine comment avoir accès à la chat. Oui, voilà, maintenant. Et la première question, oui. C'est qui dit, j'imagine, Hello, qui me demande, je suis arrivé un peu tard, mais il m'a semblé que le nombre de ménages composés d'une seule personne a reculé. Est-ce bien cela? Il semble que oui. L'un des points très importants à souligner, c'est que bien évidemment, le recensement 2021 est très spécial. Il est très spécial dans la mesure où, voilà, on était, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 18 mois après le Covid et qu'il y a eu d'énormes transformations, notamment sur les modes de vie typiques, on va dire, de jeunes expats en cours d'installation. Je simplifie le concept, ce qui signifie qu'on a des recompositions qui sont par nature assez complexes entre des personnes qui vont sous-louer chez d'autres personnes. Donc les ménages seuls ou multiples peuvent vivre dans des conditions assez complexes. Il se passe aussi des choses assez complexes et difficiles à mesurer du côté des maisons de retraite. C'est-à-dire du côté des maisons de retraite, vous avez toujours la possibilité de conserver ou pas votre logement principal ou non ailleurs au Luxembourg. Ici, nous avons exclusivement des résidents du Luxembourg, je précise, c'est-à-dire c'est vraiment sur le territoire du Luxembourg. Et donc, il y a toujours des porosités de catégories relativement proches. Vivre tout seul dans un studio, vivre à deux dans deux chambres ou trois bien séparées, il y a des porosités. Il y a donc aussi des porosités, ce qui signifie qu'en fait, ces transformations en pourcentage, oui, je précise voilà, c'est même pas le nombre de ménages, c'est le pourcentage relatif sur la totalité de la population de ces ménages. La variation de pourcentage dissimule en réalité, oui, j'ai beaucoup de fenêtres qui se recouplent l'une l'autre. J'essaie de faire disparaître autant remonter voilà. Euh, le nombre de ménages d'une personne ou n'importe quel type de ménage ont connu des croissances parfois extrêmement fortes, parfois de toute façon assez substantielles. Donc le message général, c'est qu'il n'y a aucune baisse en effectif, il y a des baisses en pourcentage relatif avec de complexes porosités entre différentes catégories relativement proches. Donc c'est là l'un des éléments difficiles, et enfin difficile, je parle de difficile par rapport à 2021, c'est-à-dire que le recensement bon, on est en sortie de Covid, mais la vie normale n'a pas encore repris. On était au 8 novembre 2021 sur la date exacte, enfin c'était la semaine du 8 novembre. Voilà, les enfants ne sont pas encore repartis dans leur université à l'étranger. Certains sont déjà repartis, mais pas tous. Il y a encore énormément de télétravail et on peut économiser sur son studio en faisant de la colocation ou d'autres systèmes d'emploi complexes. Donc voilà, c'est le message général, c'est que même s'il y a des petites variations de pourcentage, ces variations sont presque jamais énormes. Sauf sur le mariage. Pardon, j'ai exagéré. Je retire juste ce que je viens de dire. Les gens se marient moins. Voilà. Je suis en train d'essayer de voir. J'ai une réponse. Pardon, Peut-être juste sur les ménages d'une personne, une des explications aussi, ça pourrait être le fait, malheureusement, dans le recensement, on arrive à capter difficilement les colocations parce qu'ils sont repris de d'autres catégories de ménages. Et je pense qu'un des facteurs pour également être expliqué, c'est le coût du logement. Le fait de pouvoir se loger seul est peut-être plus compliqué en 2021 par rapport à 2011. Et donc les gens vivent dans un même type de logement, mais peut-être à deux justement pour séparer, enfin pour en tout cas se partager les loyers ou les crédits éventuels. Donc ça peut être aussi, je pense, un des facteurs qui explique pourquoi on passe de 14 à 11% entre 2011 et 2021. Et effectivement, enfin, ce qui semble paradoxal, c'est qu'on se dit bien évidemment, plus de personnes âgées, plus de veufs et de veuves qui vont finir tout seuls.
Mais en fait, c'est pas véritablement l'histoire, hein, simplement parce que les gens conservent leurs enfants plus longtemps, les gens conservent leurs conjoints, deuxième ou troisième conjoint éventuellement, mais plus longtemps, et tout un ensemble de choses qui semblaient logiquement aller en direction d'une multiplication des gens seuls ne fonctionnent pas si bien que ça dans la réalité de la dynamique sociologique des familles, enfin des ménages dans le monde d'aujourd'hui. Je crois que la remarque de la personne se pose plus sur les jeunes, justement. Et la croyance générale comme quoi les gens sont de plus en plus en ménage seuls, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que dans les chiffres, il y a une baisse des gens en ménage seuls? Le point important, c'est que le rapport senior est sorti il y a un petit mois. Le rapport qui va creuser la façon dont les jeunes rentrent dans la vie va venir voilà, dans quelques semaines. Il va y avoir la pause saisonnière, peut-être ce sera avant, peut-être ce sera juste après. Mais le point le plus important, me semble-t-il, c'est d'avoir en tête que le Luxembourg est un des pays les plus complexes de l'Europe en matière d'ouverture des frontières. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes sont partis un petit peu moins, certainement, en lien avec la crise de l'épidémie de Covid-19 à ce moment-là. Mais en même temps, sur la longue durée, ce qui est intéressant avec le Luxembourg, c'est que beaucoup de jeunes qui vivent tout seuls, à Heidelberg, à Zurich, à Bruxelles ou ailleurs, ce qui veut dire que les frontières du pays Luxembourg sont très ouvertes, en particulier aux jeunes qui partent et qui ensuite reviennent, qui peuvent revenir chez leurs parents ou en se mettant en couple, dans un contexte qui est celui de 2021, qui est il y a la crise du logement, mais donc on l'a dit déjà, le fait que parfois les parents ont gardé une chambre disponible pour le retour des enfants. Nous avons en fait une complexification de la vie des ménages qu'on traduit bien dans cette étape de rapport. Le suivant sur les jeunes générations permettra de creuser la façon, permettra de creuser les besoins de logement entre l'âge de, on va dire, 18 ou 20 ans jusqu'à une petite quarantaine d'années ou vers 35 ans, pour voir comment les jeunes générations font évoluer leur modèle de vie et d'existence dans cette période de transition, d'installation de vie en couple, de logement indépendant et de tout un ensemble d'étapes de l'entrée dans la vie. Ce que l'on voit surtout dans cette étape-ci, c'est que il va être plus difficile de se débarrasser de nos enfants étudiants de longue durée, jeunes travailleurs et ainsi de suite, qui, semble-t-il, vous connaissez, enfin les personnes qui allaient au cinéma il y a une vingtaine d'années connaissent l'effet Tanguy, la génération Tanguy de jeunes qui ne quittent le domicile qu'au-delà de l'âge de 30 ou 40 ans, voire au-delà. Et ça n'a rien de très exceptionnel à l'échelon européen. Les Balkans sont caractéristiques de familles souches où les jeunes ne quittent en général jamais le domicile des parents. Le domicile des parents devient le domicile des enfants. Et dans beaucoup de pays du Sud, tels que l'Italie, l'Espagne, la Grèce surtout, les jeunes peuvent rester, les garçons surtout, restent jusqu'à l'âge de 35-40 ans chez leurs parents. Il est difficile d'avoir plus d'enfants dans ce contexte de type de logement. On n'en est pas là à l'évidence au Luxembourg, mais il va être intéressant effectivement dans l'étape toute prochaine de creuser les perspectives de logement des jeunes générations du Luxembourg, hein, que ce soit des jeunes générations natives du Luxembourg ou des enfants d'immigrés ou des premières générations aussi d'immigrés qui sont importantes. Je le répète, ce que révèle aussi, ce que confirme ce travail aussi, c'est le fait que le Luxembourg est l'un des pays et l'une des démographies les plus complexes
d'Europe, en lien avec l'émigration, les transformations de chaque modèle culturel et familial dans un contexte d'extension démographique de presque plus 50% pour presque tout le monde. La question des lots, excusez-moi, j'arrive à un certain âge où malheureusement mes lunettes mes verres progressifs sont insuffisants et Elle demande en fait si, oui. si les gens sont Je vous considèrent rassure. que les gens sont en couple à partir du moment où ils sont colocataires. Sur ces nouvelles Quand les formes de- colocataires déclarent qu'ils sont en couple, ils sont notés comme étant en couple et ne sont plus ménages multiples. Voilà, donc dans le questionnaire du recensement tel que l'information de la structure du ménage et des liens que peuvent entretenir les différentes générations et les différents liens conjugaux dans le ménage sont répertoriés et informés, ce qui signifie qu'effectivement, on ne va pas mettre deux colocataires, deux étudiants à Belleval qui partagent un 2 pièces ou plus, ne vont pas être mis comme couple. Il faut pour cela qu'ils se déclarent comme étant en couple. Une question évidemment très importante pour les couples de même sexe, qu'ils soient mariés en couple, en union déclarée ou en union libre, comme on disait dans le temps ancien, il faut qu'ils déclarent être en couple pour être comptés comme un couple. Nous ne marions pas les gens contre leur gré dans le recensement et pourvu que ça dure. Donc juste pour préciser, donc effectivement, si les gens n'ont pas indiqué qu'ils étaient conjoints entre eux, ils ne sont pas en couple entre eux. On a également d'autres typologies de ménages. Celle présentée ici est un peu plus agrégée, mais les colocataires se retrouvent dans ce qu'on appelle les ménages multiples non familiaux. Et je tiens aussi à préciser que dans les prochains jours, le Statec va mettre différents tableaux sur toutes les différentes thématiques du recensement, en plus des publications qui sont dessus. Donc, il y a environ 150 tableaux qui vont suivre dans les prochaines semaines, dont les ménages. Et là, effectivement, il y aura pas mal de tableaux avec beaucoup plus de détails qui seront disponibles. Et donc, les colocataires font partie, entre autres, des ménages multiples non familiaux. J'essaie de regarder s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Hello, qui nous a fourni tout un ensemble de bonnes questions. Ces questions, disons que parmi les questions qu'on pourra trouver à la fois dans les nouveaux tableaux, mais aussi dans, par exemple, le chapitre numéro 1 de ce rapport, ce sont tout un ensemble de questions, notamment en lien avec le vieillissement. Ça nous arrive à tous, jour après jour. Et effectivement, la question des maisons de retraite et des besoins futurs de maisons de retraite, l'un des points importants de l'utilité du recensement, c'est de signaler, de surligner le fait qu'il y a des besoins de très long terme de la démographie du Luxembourg, notamment dans le contexte de croissance démographique par l'immigration. Pour l'instant, on verra notamment que les maisons de retraite comptent relativement peu de personnes issues de l'immigration, mais c'est lié au profil des personnes qui aujourd'hui au Luxembourg ont plus de 80 ans, mais on se doute bien qu'à l'horizon de 30 ans, il y aura des besoins nouveaux qui apparaîtront, notamment de personnes issues de migration de première et de deuxième génération, et voilà, le recensement permet de souligner l'ensemble de ces besoins, dont leur complexité, bien évidemment, plus les gens resteront longtemps hommes et en couple, plus le besoin de maison de retraite sera remis à un peu plus tard dans la vie, mais ça finit toujours par arriver. Et ça fait partie des grandes questions ayant trait au vieillissement, sachant que, comme je le signale, le renouvellement par une nouvelle génération entrante, c'est quelque chose qui sera confirmé, qui fera l'objet de publications immédiatement à venir.
Pas d'autres questions. Je sais pas s'il y a des questions. Moi, Voilà. j'avais une question. Donc, vous dites que le Luxembourg a un cas un peu atypique par rapport aux autres pays européens. Est-ce que le Luxembourg se rapproche quand même, par exemple, des pays comme la Suisse aussi, avec une forte migration, aussi un coût du logement qui est cher? Est-ce que le Luxembourg se rapproche un peu de la Suisse? Ou est vraiment un cas atypique, même par rapport à ce type de pays qui ressemble un peu au Luxembourg? Il serait important en fait de compiler sur une plus longue durée plusieurs recensements, et quand je dis plusieurs, c'est plus que deux, pour bien voir l'alignement des tendances. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde des tendances sur une trentaine d'années ou sur 10 ans, on ne voit pas exactement la même chose. Je confirme évidemment que pour tout un ensemble de choses, notamment la forme intrinsèque de la pyramide des âges, la Suisse et le Luxembourg sont un peu dans le même braquet, on va dire, ou en tout cas affectent à peu près la même forme, ou notamment autour de l'âge de 30, 40, 50 ans, on a plus de la moitié de la population issue, enfin née à l'étranger, et c'est par le fait migratoire d'arrivée de résidents et travailleurs résidents étrangers. La grosse différence avec la Suisse, c'est que le niveau de fécondité en Suisse est beaucoup plus faible que celui du Luxembourg, hein, d'un point de vue de logement, de prix du logement, de saturation du territoire. La Suisse est vraiment peut-être 20 ou 30 ans devant nous, mais la grande différence, c'est que les familles au Luxembourg euh, continuent d'avoir des enfants, alors que on va dire la solution démographique de la Suisse, c'est d'attirer massivement des jeunes travailleurs autour de l'âge de 20, 25, 30 ans, en général extrêmement bien formés et sélectionnés d'une façon un peu extrême, on va dire. Et donc les Suisses ont beaucoup moins d'enfants et sont beaucoup plus dépendants que le Luxembourg de migration qualifiée, simplement parce que, faute de jeunes générations de 30 ans dans un contexte économique favorable, en Suisse comme au Luxembourg, la difficulté de la Suisse, c'est d'avoir peu de natifs, très peu de natifs, ce qui, enfin, de moins en moins, enfin, disons que, en proportion de la population de la Suisse va très loin en termes de besoins d'absorption de travailleurs expatriés issus du reste du monde, parce qu'ils n'ont guère l'alternative. Le Luxembourg, de ce point de vue-là, permet d'équilibrer, enfin, jusqu'à présent, est parvenu à équilibrer un peu mieux vie de famille et vie de travail pour les natifs et pour les non-natifs. J'appelle natifs les gens nés au Luxembourg, tout simplement. Et ces transformations sont évidemment d'une extrême importance pour la prospective future, la futurologie, si on veut, du pays. C'est aujourd'hui qu'on décide de supports familiaux et de transformation de l'État-providence pour rendre le pays plus accueillant, notamment aux enfants qui naissent ici. Et ce sont des questions qui sont aussi soulevées dans le contexte de ce travail sur les nouvelles générations. Donc voilà, nous ne sommes pas au Luxembourg encore sous une situation de pression démographique extrême, comme on le voit à Singapour ou en Suisse. À Singapour, par exemple, on arrive à faire tenir plusieurs millions d'habitants sur une surface qui vaut le quart du Luxembourg. On est loin de ce niveau extrême. Je vois. Merci, Madame Fausti. Par rapport au vieillissement de la population et à l'impact de l'immigration que vous évoquiez, je constate aussi qu'un grand nombre de personnes retournent dans leur pays d'origine une fois l'âge de la retraite atteint. Ils ne se retrouvent donc pas dans les statistiques bourgeoises. À la fois oui et non. C'est-à-dire que bien évidemment, beaucoup de non-luxembourgeois, de personnes travaillant au Luxembourg, retournent à leur pays, dans leur pays d'origine, au-delà de l'âge de la retraite. La difficulté du recensement, c'est que bien évidemment, nous ne mesurons que les résidents. Et comme de recensement en recensement, nous ne suivons pas exactement
les mêmes personnes. Il faudra compléter ce travail, notamment avec des données de l'IGSS qui permettent mieux de suivre les pérégrinations de personnes titulaires de droits sociaux acquis au Luxembourg dans leur déplacement de retraite à l'étranger. Mais ce que l'on voit, c'est que bien évidemment, chez les générations de jeunes retraités, notamment d'origine portugaise, on voit des jeunes retraités pris en quelque sorte en tension entre différentes options, s'occuper de leurs parents vieillissants au Portugal ou s'occuper des enfants de leurs enfants ou simplement de leurs enfants au Luxembourg. Et en fait, voilà, on a l'impression que de moins en moins, les jeunes générations de retraités non natifs retournent à leur pays d'origine, simplement parce que, voilà, après avoir travaillé 30 ans ou plus ici, les modes de vie changent, l'intégration, une forme de convergence des modes de vie, ainsi de suite, existe. Donc, votre question est une question extrêmement importante pour la prospective, parce que ce sont des travaux notamment développés à l'Université du Luxembourg. Le retour au pays semble moins systématique qu'il ne l'a été, et il faudra utiliser des instruments autres que le recensement notamment pour valider cette vision de retour au pays un peu saisonnier, et de moins en moins saisonnier, simplement parce que, voilà, à partir d'un certain âge, entre les parents vieillissants ou disparus et les enfants qui ont la complexité des besoins de garde de leurs enfants, les choix sont de plus en plus différents et le retour au pays semble être une option de moins en moins évidente, même s'il fait souvent plus... Ah, je vois un rayon de soleil en train de se préparer. Donc, juste un point pour confirmer, donc on a également en dehors du recensement les statistiques migratoires. Donc là, on peut étudier année par année les émigrations, donc les personnes qui vont quitter le Luxembourg pour établir leur résidence à l'étranger. Effectivement, on a beaucoup de migrants qui viennent, une personne qui arrive au Luxembourg ne va forcément pas rester toute sa vie, enfin, 100% des immigrants ne vont pas rester au Luxembourg toute leur vie. On a des migrants de court ou de moyen terme, mais effectivement, à l'âge de la retraite, on ne voit pas un pic de personnes qui quittent le Luxembourg à l'âge de 60-65 ans. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne passent pas une grande partie de leur année en dehors du Luxembourg, mais officiellement, en tout cas, ils résident toujours au Luxembourg et possèdent toujours un attachement au Luxembourg, soit en gardant leur propre domicile, soit en domiciliant notamment chez leurs enfants. Mais on n'a pas vraiment de grands pics qui confirment qu'effectivement que les immigrants qui viennent au Luxembourg viennent travailler et puis quitteraient le Luxembourg. Ça, c'est un stéréotype qu'il faut un peu mettre adoucir un peu parce que c'est pas en tout cas ce que nous donnent les chiffres des statistiques migratoires. Et là encore, en prospective, ce sont des transformations extrêmement importantes en termes de complexification du pays. Les générations qui aujourd'hui ont 80 ou 90 ans ont connu un contexte migratoire dans ces générations-là qui est totalement de celui des personnes qui auront 80 ans dans 30 ans. Ce ne sont pas les mêmes niveaux de diplôme, ce ne sont pas les mêmes modes de vie, ce ne sont pas les mêmes formes d'attachement. Et dès lors que leurs propres enfants restent en partie au pays, il faut s'attendre effectivement à un, entre guillemets, taux de rétention très important. Et merci beaucoup pour cette question et réflexion, parce que ça fait partie des questions d'analyse de long terme des transformations du pays, qui, en termes de besoins de statistiques publiques, recensement, statistiques migratoires, panel de l'inspection générale de la sécurité sociale, et ainsi de suite, montrent qu'il y a un besoin de connaissances extrêmement fort. Le point complexe aussi qu'il faut surligner, c'est la nécessité de trouver de bons instruments pour pouvoir comprendre mieux un certain nombre de ménages à 3, voire 4 générations maintenant. 4 générations sous le même toit, ça peut sembler un petit peu effrayant, mais en même temps, c'est une réalité qui a des chances de se développer,
de tout un ensemble de façons, dans un contexte où, avec les enfants uniques, garder les enfants des enfants à la maison devient une possibilité et un désir chez beaucoup de personnes âgées. Est-ce qu'il y a encore éventuellement d'autres questions par WebEx? Ça ne semble pas être le cas. Donc, je tiens à vous remercier pour votre participation. Merci, Monsieur Gagnon-Chauvel, et ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à cette publication. Donc, comme déjà annoncé, une prochaine publication portera sur les jeunes. Elle sortira, je pense, début de l'année prochaine, fin de cette année peut-être, début de l'année prochaine, avec un séminaire qui sera également portera sur cette thématique. Et puis, il y aura encore une publication sur la mobilité qui sortira en janvier. Et je pense qu'il y aura encore d'autres choses en perspective pour l'année prochaine. On est déjà en train de discuter avec l'Université de l'Isère pour ça. Donc voilà, il y aura encore pas mal de choses qui vont sortir prochainement sur le recensement. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne semaine. Merci à tous. Merci.